Alors, justement, Hugues nous a fait une petite transition, semi-transition, où il parlait de résistance au changement. Là, on va être sur l'accompagnement au changement. C'est à peu près la même chose, mais à l'inverse. Avec Stéphanie Swal de Xeliance et Jean Gauthier, qui est directeur de Cerda Compétences. Alors, avant de démarrer, parce qu'on a une demi-heure à passer ensemble, Stéphanie, vous allez nous partager votre retour d'expérience, votre témoignage autour d'un projet que vous avez mené pour un client et vous allez nous expliquer comment l'accompagnement au changement, vous l'avez mené justement. Jean complétera sur une partie plus pédagogique. Je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement tous les deux à ceux qui nous écoutent. Donc Stéphanie. Alors, bonjour, donc mon nom est Stéphanie Soie, je suis consultante et chef de projet en archivage au sein du pôle conseil et chefferie de projet de Xeliance. Et je suis vraiment en amont de tous les projets de notre compagnie. Et ça me permet donc d'avoir une vision globale sur tous les besoins des clients. Et une des grandes forces justement de Xeliance, c'est qu'on aborde tous les sujets d'archivage de A à Z. Parfait. Et Jean? Très bien, moi je suis Jean Gauthier, donc je dirige les activités de formation du groupe Cerda Archimag. Donc tout ce qui va toucher effectivement à la partie formation dite traditionnelle, avec le centre de formation et de l'intra de plus en plus d'ailleurs, la partie accompagnement sur des certificats de compétences, et puis Cerda Learning qui produit des contenus vidéo, type tutoriel, MOOC, etc., qui peuvent d'ailleurs venir épauler des projets de conduite du changement. Donc voilà, j'ai cette casquette de directeur, mais aussi d'ingénieur pédagogique, parce que je travaille évidemment sur les contenus, pour travailler sur les déroulés pédagogiques et amener du contenu qui va répondre à des besoins ou des objectifs particuliers. Voilà. Alors, avant, Stéphanie, vous me partagiez donc votre témoignage. On avait ouvert, ou en tout cas présenté cette session en expliquant que finalement l'accompagnement au changement, c'était quand même un facteur clé de réussite dans un projet de peut-être de nouveaux outils. Enfin, il y a des tas de choses qui nous amènent à travailler de manière différente, mais que c'est pas suffisamment pris en compte et que justement, sans cette prise en compte, les projets sont souvent freinés et qu'il y a des problèmes qui apparaissent alors qu'ils auraient pu être anticipés. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Est-ce qu'on est dans le vrai en ayant présenté les choses comme ça, ou alors, parce que de mon côté, moi j'ai l'impression que l'accompagnement au changement, on en parle depuis 10 ans. J'ai cette image-là, quelque chose, bon, quand même, mince, on n'a pas encore compris que l'accompagnement au changement, c'est important. Bah apparemment non, parce que j'ai encore des cas de figure comme ça où on va en fait, soyons clairs, brutaliser des collaborateurs en leur imposant par exemple des outils sans les consulter sur leurs besoins, en disant bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai souvent constaté quand il n'y a pas du tout de communication en fait entre la partie gestion documentaire et la partie IT. Et donc et là, nous vraiment c'est important. Et moi, honnêtement, c'est ce que je préfère faire parce que en plus j'ai enseigné avant. Et j'aime beaucoup cette dimension pédagogique. Et on est des ambassadeurs pour faire comprendre aux collaborateurs que ça peut bien se passer et qu'on va tout faire pour qu'on prenne en compte aussi leurs besoins et les transmettre à leur direction qui est notre client. Donc pour moi, c'est essentiel et il ne faut pas faire l'impasse dessus. En fait. Pour moi, c'est le début de l'aventure, vraiment. Jean, oui, tout à fait. J'abonde dans ce sens. La conduite du changement, c'est un volet important de tout projet, surtout quand on arrive sur des changements de pratique. Et ce qu'on rencontre le plus souvent comme problématique et comme attitude, c'est, on le voit même parfois en interne, c'est le wishful thinking. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va amener des outils, on est sur des projets stratégiques et ça va marcher, parce qu'on amène des super outils, etc. Mais on n'a pas du tout pris en compte justement des compétences. Alors, tout à l'heure, Hugues disait qu'il ne croyait pas trop aux réticences. Moi, j'y crois beaucoup. Moi aussi. Parce que, naturellement, on n'aime pas beaucoup changer nos pratiques. Et donc, il y a vraiment besoin d'une méthodologie et d'une pédagogie qui est vraiment importante dans tout projet, même des petits projets IT. Il faut toujours prévoir un volet de conduite du changement pour s'éviter tout simplement de perdre du temps, de stresser les gens plus qu'il n'en faut, parce que des fois il y a quand même des projets qui peuvent être un peu difficiles. Voilà, donc pour moi c'est très important. Ok.
Alors Stéphanie, ce projet et ce retour d'expérience que vous souhaitiez nous partager, donc vous allez nous planter le décor, mais c'était dans le cadre d'un déménagement d'un grand groupe, d'un gros groupe Immobilier, non, dans immobilier. l'immobilier de la Voilà. construction, oui, tout à fait. Alors racontez-nous. Donc c'est parti de ce déménagement et qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez répondu Alors, aux on se enjeux? retrouve vraiment dans le cas de figure post-Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération parce qu'il ne faut pas se leurrer, vu les frais en fait de loyer de bureau, il y a toute une mise en place majeure en fait de flex office. Et donc ça, c'était le démarrage. Et c'était d'ailleurs vraiment le projet était vraiment indiqué comme ça. C'était vider les armoires. Au départ, ça s'appelait vider les armoires. Et voilà. Et Déjà, ça c'est rude comme c'est rude comme nom, vider les armoires. voilà, déjà rien que ça. Ouais. Donc on voit qu'il y avait un petit souci de communication. Et donc moi, je suis intervenue tellement en amont que je suis arrivée avant la communication en fait. Donc ça, c'était intéressant parce que ça veut dire qu'aussi j'ai dû gérer cette partie-là en disant ok, bah en fait ils savent pas pourquoi je suis là. C'est un peu gênant. Et donc là, pour le coup, ça m'a demandé beaucoup de diplomatie et donc c'est moi en fait qui ai dû annoncer aux gens que en fait on allait procéder à des gros changements en fait dans leur façon de travailler, dans le but vraiment de rationaliser la gestion documentaire, rationaliser les fonds de papier évidemment, hein, puisque le nœud du problème c'était ça, hein, c'était trop de papier, et en sachant qu'en plus on est dans un secteur qui est très papivore, hein, donc moi, mon rôle, c'était de leur présenter ce changement qui était nécessaire. Et ce qui fait que j'étais amenée à me retrouver à répondre en plus à des questions qui ne me concernaient pas parce qu'ils étaient très inquiets de savoir comment allait être leur futur bureau, etc. Parce que c'était pour un déménagement. Donc, ils perdaient en fait 30% en fait de postes assis en déménageant. Ils passaient d'un mode de bureau individuel ou quelques open office, mais vraiment sur des petites structures, à quelque chose des plateaux avec des postes non attribués et avec des caissons en fait. Et donc surtout là, l'idée c'est qu'ils avaient plus droit qu'à 0,5 mètres linéaires de papier. Donc moi j'ai été là pour 0,5. Alors je vous coupe Stéphanie. 0. Alors 50 cm, mais ouais. C'est-à-dire de rangement ou... Oui, c'est ça. Oui, ouais. de rangement. Ouais. De rangement. Mais donc, ça veut dire que ce projet de Un déménagement... caisson, ça correspond à un caisson, en fait. Un caisson, d'accord. Ouais. Ce qui veut dire que, au-delà de ce projet de déménagement et de cette réorganisation physique du travail, il y a aussi, ça implique aussi un changement d'outils, d'outils informatiques. Oui. Tout. Oui, parce qu'en fait, on avait... en fait, j'arrivais vraiment en amont, de manière à donner des outils de tri. C'est comme ça que c'était accompagné, évidemment. Donc, d'abord, de rencontres avec les gens pour voir un peu quel type de documents ils produisaient. Déjà, en fait, amorcer toute la dimension vraiment pédagogique en leur expliquant que faire la différence entre un original et une copie, parce que entre une copie numérique ou un original numérique, etc. Puis, en plus, c'est évidemment, tout est lié. Et parce que c'est pas, on parle pas que aussi d'encombrement papier, mais aussi d'encombrement numérique. Et ensuite, c'était réussir en fait déjà à leur faire comprendre qu'ils étaient en fait, ils avaient plein de documents dont ils n'avaient pas l'usage. Ils commençaient déjà à amorcer cette réflexion en fait et à leur donner déjà des premières pistes de tri, puisqu'ensuite on allait enchaîner sur un cleaning day. Donc, ce qui est intéressant avec ce cas de figure-là, c'est qu'on a vraiment en fait fait toute la chaîne en fait que nous, en tant qu'Auxiliance, on est capable de faire, c'est-à-dire que avec une solution de A à Z, donc du conseil que moi j'ai incarné à ce moment-là, vers la dématérialisation, ensuite la mise en place d'outils de gestion documentaire, puis vers une externalisation des archives, du reliquat d'archives. Et donc ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on est parti vraiment... moi, j'étais là pour produire des outils pour le Cleaning Day, mais aussi pour leur faire comprendre que tout ce papier-là, ils n'en avaient pas besoin et que ça allait bien se passer. Et souvent, en fait, je leur montrais, mais vraiment physiquement, c'est-à-dire, je fais, qu'est-ce que vous utilisez au quotidien ? Ok, et je fais, là, par exemple, sur votre bureau, c'est ce que vous utilisez au quotidien, vous n'avez même pas l'équivalent de 0,5, quoi. Pour eux, c'était extrêmement stressant. J'ai eu des gens qui étaient très, très stressés et surtout dans certains secteurs, en particulier pour les assurances. J'ai eu vraiment... et puis là, on voit aussi le choc générationnel.
et aussi le choc selon les métiers. Par exemple, quand j'étais côté marketing, la question se posait pas, ils avaient déjà plus de papier, ils étaient complètement en full des maths. Alors que dans d'autres services, comme il y a une partie aussi gestion de syndic, là, en revanche, et on voit aussi le rôle important des managers que doivent jouer les managers. Et là, j'ai fait la différence justement, et ça, c'est des choses que j'ai pu remonter en me disant, là, on a des managers qui se font bien le relais du tri et qui ont conscience en fait de l'impact des archives, tandis que d'autres en fait laissent passer des volumes. Et étant donné qu'ils ont aussi toute une partie commerciale, donc il y avait la question des RGPD, du stockage de tout ce qui était prospect. Et donc, j'étais là aussi pour les alerter dans leur tri en disant attention, là on est sur des données personnelles, attention, là c'est pléthorique, attention, ça s'il faut le garder, surtout qu'il y a des dossiers, ils avaient également des fonds d'archives de marché, donc là très réglementés. Donc c'était un excellent cas d'école en fait. Et donc là, vous êtes fait aider par justement le ou la DPO autour des données, de la gestion des données personnelles ou des données sensibles? Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on m'a aussi demandé d'intervenir dessus. Et donc, nous, on se forme en interne aussi sur les questions de données personnelles. Parce que maintenant, en fait, on a deux pendants. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on a d'un côté le temps minimum de conservation d'un document sur lequel nous, on travaille depuis longtemps avec les tableaux de gestion. Et maintenant, il y a aussi la donnée le temps maximum de conservation des archives. Et donc, on est obligé maintenant, nous, de se former sur ces deux aspects-là. Et de plus en plus, dans nos tableaux de gestion, maintenant, on a une colonne d'ailleurs pour la durée de conservation RGPD, sur les alertes de RGPD. Et c'était le cas dans le livrable que j'ai transmis. D'accord. Et comment alors vous avez... qu'est-ce que vous avez proposé comme action? Est-ce que vous avez fait alors c'était uniquement des réunions à plusieurs, en one-to-one, vous avez fait des jeux, vous avez fait des trainings, vous avez fait des webinaires, de la com. Qu'est-ce que vous avez déployé justement pour faire accepter tout ça et faire passer le message? Messages, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. En fait, ça a commencé d'abord avec des entretiens en petits groupes par service. Il y avait 50 services qui étaient concernés. J'ai rencontré 75 personnes. Donc, c'était très intense. Au fur et à mesure, ça s'est lissé parce que la communication a pris enfin sa partie et donc et avec des questionnaires en fait en fait il y a quand même une dimension soutien psychologique dans mon métier et j'étais là aussi pour les écouter en fait, pour les rassurer, pour leur dire que leur vie n'allait pas être comme ça bouleversée du jour au lendemain, que oui, effectivement, c'était une autre façon de travailler, mais que ça peut être aussi intéressant et que c'est pas forcément quelque chose qui va être complètement violent en fait. Et donc là, c'était vraiment des entretiens comme ça avec des services en petits groupes. Et ensuite, j'ai parcouru tous les services partout, je suis allée voir toutes leurs archives. C'était vraiment là, j'étais à la limite du one-to-one, oui. J'allais voir les gens m'interpellaient, etc. Je leur avais demandé de faire quelque chose d'un peu festif. Donc, on avait des t-shirts pour dire, allez, on est une équipe, on va s'entraider, etc. Donc là, ça, c'était le boulot de la communication, mais on essayait d'être vraiment, en fait, on était vraiment là en support. Donc après, on avait nos archivistes qui étaient dans les bureaux, qui étaient là pour les assister aussi. Et pour des questions, par exemple, on avait des poubelles sécurisées, des poubelles non sécurisées. Alors pour certains, tout était confidentiel. Donc des choses très logistiques en fait. Et là, on était vraiment, oui, en soutien. Moi, j'étais là pour apporter des livrables très concrets. Avec des tableaux de gestion, des questions sur les RGPD, etc. Mais j'étais là aussi pour faire un accompagnement psychologique en fait et pédagogique au changement. Psychologique, il y a la dimension vraiment psychologique qui intervient à ce moment-là. Complètement. Ok. Ah non, mais moi j'ai fait complètement. Ouais. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie parce que souvent c'est notre rôle, c'est-à-dire que nous, on sert d'intermédiaire pour faire passer des réformes qui, la plupart du temps, sont très mal acceptées par les collaborateurs. Donc, vraiment, c'est vraiment essentiel, quoi. Il faut vraiment faire preuve d'empathie et d'écoute. Et en faisant le retour avec d'autres de mes collègues, on a eu la même chose, quoi. On a des vraies souffrances en face.
vraiment quoi, des vraies inquiétudes. Et en plus, nous, comme on est un prestataire, on est externe, on n'est pas assimilé à la direction, donc on nous considère plus comme objectif, même si on est payé par le client, on sert à ça quoi, à faire passer les réformes justement. Donc c'est pour ça que la dimension psychologique, à mon sens, est essentielle. Parce que moi, j'ai eu justement affaire à des chefs de projet côté client qui étaient de l'IT et qui m'accompagnaient dans les ateliers. Et à un moment, je lui ai dit, je préfère que tu sois pas là, en fait. Parce que quand tu balances aux équipes qui font part de leur inquiétude en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, non. Oui, pas bon. Non. Voilà. Pas bonne com. À revoir. Mais est-ce que vous avez eu le soutien des managers de chacun de ces services et leur adhésion, ou est-ce que là aussi il a fallu... J'ai eu un bon retour. Il y en avait pas mal quand même qui étaient concernés par... ça, on voit quand même que ça change, heureusement, qui étaient concernés par la gestion d'archives, même si c'est pas du tout leur métier. Et... qui avait, je le revoyais aussi dans qui avaient même des notions, pas forcément ceux qui étaient uniquement dans le legal, mais qui avaient des notions de durée légale de conservation, etc. Et oui, vraiment au niveau, je veux dire, immédiat, en fait, ça passait très bien. C'est dans la haute direction où c'était plus difficile, en fait. Mais les managers directs que je rencontrais étaient très ouverts et à l'écoute. Ils avaient besoin vraiment de support pour aider au tri auprès des équipes. D'accord. Et donc, si vous aviez une recette à ceux qui nous écoutent et qui veulent justement mener ce genre de chantier, adoption de nouveaux outils ou nouvelle organisation du travail, et qui se heurtent, et Jean sait aussi de quoi je parle, qui se heurtent à des collaborateurs qui ont des habitudes de travail qui ne les changent pas. Qu'est-ce que vous avez comme recette, comme conseil, hormis effectivement le fait de dire il faut être là à l'amorce du projet, oui. Et pas oui. Ça s'entend. Maintenant, comment on fait? Mais après, Jean, pareil, hein, tu peux nous donner tes conseils. En fait, faut pas prendre les gens pour des idiots, faut leur expliquer en fait concrètement. Ils ont besoin vraiment de concret. Soit on me disait oui, mais en vrai, qu'est-ce que ça? Donc on est beaucoup dans des cas d'exemple, dans des exemples, en disant voilà, là vous avez tout ça, maintenant vous aurez ça, mais en vrai vous utilisez que ça, donc tout va bien. Et ça c'est vraiment très important. J'ai oublié de mentionner que dans le cadre de cette mission-là, on avait un chef de projet qui était également côté client, mais qui était aussi un prestataire, qui faisait la coordination parce que ça concernait un très gros groupe. Et ça a été aussi d'une grande aide puisque moi j'intervenais que sur la partie vraiment audit et la partie accompagnement, parce qu'après il y avait une partie cleaning day et dématérialisation. Et ça déjà c'était une bonne démarche de la part du client, de se dire bon là on a besoin d'un véritable coordinateur aussi côté client, même si c'est un prestataire qui était membre d'un cabinet de conseil qui était dans une autre société. Je t'en prie, Jean. Oui, alors moi je vais revenir plus au niveau des compétences, mais ça vient compléter complètement ce que tu disais. En fait, dans tout projet, il y a une palette de compétences, des compétences métiers ou techniques qui sont inhérentes au projet. Bon, ça normalement c'est bordé. Il y a des compétences de pilotage et de conduite du projet qui sont pas toujours maîtrisées, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et puis dans ces méthodes de projet, il y a le volet conduite du changement qui est important. Et je reviens sur l'aspect psychologique. Stéphanie a tout à fait raison. Hein. C'est un des premiers travaux à faire, de toute façon, dans la conduite du changement très en amont, c'est d'analyser les freins, les freins, les motivations. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on va justement agir, communiquer, rassurer, et puis mettre des modes en fait d'interaction avec les équipes. On parlait de management aussi, il ne faut pas oublier le middle management, il faut embarquer les managers aussi. Donc, certains peuvent avoir des freins pour X raisons, ou des motivations particulières. Bon bref, donc tout ça il faut l'analyser et ça permet après d'adapter complètement sa démarche du projet avec cette dimension de conduite du changement. Et puis d'autres compétences, et là ça revient à mon métier, c'est tout ce qu'on va mettre en place en termes de contenu, c'est des compétences des capacités à identifier des compétences qui doivent être soit acquises, parce qu'elles n'existent pas, soit complétées, soit consolidées, et
comme on n'est pas tous égaux devant l'acquisition de compétences, c'est quel mode on va utiliser. Est-ce que c'est effectivement être en salle? Est-ce que c'est du tutoriel, du support? Est-ce que c'est un parcours qui permet à... Voilà. Donc ça c'est vraiment, on rentre dans l'ingénierie pédagogique. On va identifier ces compétences qui sont liées justement aux pratiques qui vont changer et aux outils qui vont arriver. Donc là aussi, on va avoir une palette de compétences à mettre sur la table et il va falloir mettre en face les contenus. Donc c'est bien identifier ces compétences pour mettre le bon contenu en face. Voilà. Souvent, on le voit dans les projets, on va se contenter de ce que l'éditeur, par exemple, propose. Il va faire une formation utilisateur sur des outils. Voilà, mais ça c'est bien, c'est du fonctionnel. Mais s'il n'y a pas le volet en plus communication, expliquer pourquoi, éventuellement un module en amont pour parler justement des pratiques qui vont changer, des process et pourquoi on le fait, avec un volet de communication et pourquoi pas de valorisation des métiers aussi. Donc voilà. Pour moi, c'est très important d'avoir cette identification des compétences qui sont un petit peu partout, qui sont différentes, et que tout le monde n'a pas besoin de maîtriser. Il y a des gens qui vont être plus spécialisés dans d'autres, c'est pas un problème. Mais on se rend compte dans des projets, quand on accompagne des entreprises, qu'ils se rendent compte quand même rapidement que ils sont contents qu'on les aide, quoi. Moi, je parle plutôt sur la partie création de contenu et identification des compétences pour imaginer des contenus qui vont bien. Voilà, parce que là-dessus, ils auraient été sûrement un peu courts, voire ils n'auraient pas su faire très bien. Donc, c'est important d'avoir aussi des extérieurs, comme disait Stéphanie, qui aident à réfléchir, à sortir un peu du cadre, à poser les choses avec une vision plus globale, et puis dire, tiens, là, attention, là, il faudrait... Ce serait bien de le faire comme ça, etc. Enfin, orienter les choses et un regard extérieur, c'est jamais mauvais. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, parce que moi, typiquement, j'aurais bien eu besoin d'outils, en fait, pédagogiques, en fait. Parce que je me suis retrouvée, en fait, justement, pour un autre client à devoir faire ça, parce que ceux qui avaient déjà été produits, ça marchait pas, les gens les comprenaient pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est un vrai plus, c'est une vraie compétence en fait. Et c'est intéressant justement d'associer nos compétences dans ces gros projets-là. Je vous laisse tous les deux. Je peux donner juste un exemple. On a déjà vu dans des projets où l'entreprise avait créé, ils avaient dit on va mettre en place des petits modules en fait, petits tutoriels sur intranet. Sauf que d'une part les gens utilisaient quasiment pas, donc il n'y avait même pas d'indicateur pour s'assurer en fait qu'ils avaient suivi déjà. Première chose, ça c'est dans le cadre du conduit de projet, il faut mettre quelques indicateurs au niveau du déploiement. Il y a la phase amont, mais après il y a le côté déploiement. Et les modules étaient si bien faits que finalement ça générait de la hotline parce que les gens n'y arrivaient pas de toute façon. Donc ils appelaient sans arrêt, donc c'était chronophage et stressant pour tout le monde. Donc voilà un exemple en fait de choses mal ficelées. On a voulu bien faire, mais au final, on se retrouve avec quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Alors, si je résume, pour mener ce genre de chantier à bien, avec succès, on fait des questionnaires, on recueille les impressions, les besoins. On peut mener des entretiens en groupe, en one-to-one. On apporte un soutien psychologique. On fait de la com positive. Allez, voilà, autour de ces changements. On fait de la preuve par l'exemple. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce que avait l'air de dire Hugues aussi, que c'est important. On embarque les managers, forcément, et on propose des formations, des contenus pédagogiques avec différents formats, de la vidéo, des tutos, des parcours, comme tu disais, Jean. Cela dit, je me dis, mais sur la durée, mais quelle durée? C'est-à-dire qu'on se dit que tout ça, c'est pérenne dans le temps, combien de temps? Parce que certains ont vite fait de reprendre leurs bien habitudes une fois que, ok, j'ai compris, mais quand même, ça m'intéresse pas. Ils sont forcés parce que là, ils passaient en flex office de toute façon. Donc, de toute façon, ils pouvaient pas partir avec toutes leurs archives. Donc, ils étaient obligés de faire du tri. Donc là, c'est vraiment logistique. Vraiment logistique. Après, c'est là justement où on en revient au rôle des managers. C'est à eux aussi de continuer à porter le message parce qu'effectivement, c'est vraiment une transformation en profondeur. Moi, ça me fait rire parce que dans les cadres dirigeants de ce groupe-là, qui étaient à fond pour la dématérialisation, le zéro papier, ils avaient dans leur bureau 12 mètres linéaires de copies de mail.
Donc, c'est difficile de porter un message quand on soi-même, en fait, tout était très important. Ben oui. Donc, voilà, il faut aussi les bons exemples au bon moment et puis et un vrai suivi. Mais de toute façon, là, dans les faits, ils ne pouvaient plus stocker les archives, de toute façon. Donc, ils sont obligés. Après, ce qu'on risque, c'est justement de générer, en fait, du stockage de versions numériques. Et là, nous, c'est un pendant qu'on nous demande aussi maintenant d'intervenir. On est vraiment le couteau suisse, quoi. C'est-à-dire qu'on doit intervenir sur tous les pendants en leur disant attention, c'est pas parce que c'est dématérialisé que ça n'a pas un coût, en fait. Le stockage numérique a un coût écologique, financier. Ça, c'est la session juste après, justement. Sobriété numérique, comment diminuer les volumes. Voilà, vous voyez, parfait enchaînement. Exactement. Et Jean, ton avis sur cette durée, sur ce côté, allez, sur combien de temps on étale tout ça? Parce qu'au-delà de l'impact ponctuel, quand même, on se rend compte que sur une année, les mauvaises habitudes, quand c'est pas imposé, hein, comme dans le cas de Stéphanie, ont vite fait de revenir. Hein. Bah, si c'est bien outillé, de toute façon, ça accompagne la suite logique du projet. Hein. Après, il peut y avoir de la mise à jour hein, aussi sur une interrogation en disant bah tiens, il faudrait peut-être rajouter un petit module là-dessus, etc. Donc ça peut être vivant. Hein. Un plan de formation, c'est vivant de toute façon. Il y a le turnover aussi, ou les nouveaux arrivants. Donc il faut qu'ils puissent. C'est bien d'avoir de la matière pour eux. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais demandé justement, excuse-moi de t'interrompre, j'avais demandé justement à ce que ça soit inclus dans le cahier dans le livret de bienvenue. Voilà. La sensibilisation à l'archivage avec les bonnes pratiques. Livret d'accueil avec tout ce qui va bien. Effectivement, ça permet de repartir sur des bonnes bases avec tout ceux qui arrivent. Hein, et pas de refaire de la conduite du changement avec des nouveaux, ce serait dommage. Et puis là, les managers ont un rôle hein, vraiment hein, de monitoring, d'être à l'écoute pour ceux qui ont des difficultés, etc. Bon, quand je parlais d'indicateurs aussi tout à l'heure, c'est dans le déploiement, on peut avoir des indicateurs de voir si les gens utilisent véritablement, s'ils utilisent bien, aller faire aussi un petit peu de picking, d'aller checker si voilà, puis interroger. On peut faire une enquête aussi au bout d'un moment hein, pour voir si tout le monde a bien intégré en fait le ou les outils et leur donner la parole. Hein, voilà, est-ce qu'ils ont des choses à faire remonter, c'est aussi ça quand même les impliquer. Hein, donc, après en termes de temps, tu demandes un temps, je n'ai pas de temps, ça va dépendre du projet, de la taille du projet, de comment impacte le projet dans l'entreprise. Il y a des projets très qui vont vraiment révolutionner, on va dire, des pratiques, voire faire disparaître certains métiers d'une certaine façon. Ou du moins en tant que tel, on va devoir les orienter à faire autre chose, ils ne feront plus la même chose, quoi. Hein. Donc ça, il faut l'accompagner dans le temps. C'est des projets qui sont vraiment très impactants. Après, sur des petits projets, ça peut être beaucoup plus court. J'ai quand même l'impression que c'est des projets quand même à long cours et qu'il faut une communication quand même récurrente pour que les gens, que tous les collaborateurs soient bien à l'aise, comprennent les avantages, etc. et que remettre... Et puis surtout, là où c'est important, on voit la différence entre les entreprises qui ont un véritable service d'archives et des entreprises qui n'en ont pas du tout. Puisque j'avais travaillé pour une entreprise qui était aussi dans l'immobilier et qui avait un véritable service d'archives avec une archiviste et il y avait des sessions de formation obligatoires. Donc les gens étaient forcément sensibilisés aux questions d'archivage parce que ça faisait partie de leur programme de formation sur l'année en fait. Parfait. Bah écoutez, on va conclure là notre session. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, vous voyez qu'on a quand même deux métiers complémentaires, avec Stéphanie d'un côté et Jean de l'autre, l'audit, l'aide et vraiment le contenu pédagogique et la formation de l'autre. C'est deux volets qui doivent finalement s'imbriquer pour que ce soit efficace hein, dans cette conduite, cet accompagnement au changement. Merci à tous les deux d'avoir été là avec nous. Et puis justement, Stéphanie, vous avez fait la transition parfaite pour la session d'après qui est consacrée à la sobriété numérique et à la diminution du volume d'information. Voilà. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci.